Allez, on va faire rapide parce que, parce que Ouais, Laurent, tu as déjà presque tout dit sur ça va quand même se ressembler, sauf qu'on va avoir un soutien latéral en plus. Donc les choses vont se ressembler plus ou moins. Donc on est parti sur un 2 contre 1 offensif. Donc déjà, pour schématiser et puis donner une définition à cela, c'est un surnombre offensif avec deux attaquants contre un défenseur. Donc un attaquant, c'est le porteur de balle et bien mémoriser que le soutien latéral, c'est bien le soutien au large. Voilà. On n'est pas sur du plus 1. Donc, on est déjà sur quelque chose qui est formé. Donc, ce qu'on a voulu faire, ouais, on peut regarder aussi la vidéo. Donc, attention de ouais, respecter le sens de circulation du ballon pour que ouais, vraiment on juste reste ça. vraiment sur un 2 contre 1 et non Parce que pas donner le là ballon. par exemple, c'est des situations qu'on voit souvent où c'est le porteur de balle qui part sur l'extérieur. Et du coup, pour moi, ça, c'est pas un 2 contre 1, quoi. Il faudrait donner aux proches déjà pour Voilà. pouvoir travailler cela. Donc, sur nos lancements, il faut vraiment qu'on respecte ça parce que sinon, euh, après, tous les comportements qui sont attendus derrière vont pas être cohérents. Et voilà. Et donc, un 2 contre 1, c'est vraiment, on garde le sens du jeu. Donc, on a voulu lister les comportements attendus du porteur de balle. Donc, on l'a fait sous trois formes, donc avant l'action, pendant l'action et après l'action. Donc, il était important qu'on puisse signaler qu'avant l'action, donc c'est avant de recevoir le ballon, on est tous d'accord. Donc, c'était d'avoir des attitudes un peu communes à toutes les catégories. Donc, pour ma part, c'est c'est la première année que je suis à Béziers. Mais c'est vrai que cette notion de avant-bras relevé, T-Rex, papillon, c'est déjà quelque chose qui bourdonne dans les oreilles de tout le monde. Donc, ça peut être une première des choses. Présente la cible face au ballon. Donc, c'est bien capté avec le bout des doigts. Donc, ça va être vraiment une technique qu'il va falloir avoir vraiment un œil dessus sur comment je réceptionne mon ballon pour pouvoir le transmettre le plus rapidement possible. Donc, ça va être avec le bout des doigts et non avec la paume. Donc, analyser la position de la défense, donc c'est voir s'il y a vraiment un surnombre offensif. Auquel cas, donc sur le 2 contre 1, on sera toujours en position de surnombre. Et se déplace avec de la vitesse, comme disait Laurent, ben, essayer de tout le temps réaliser ça avec de la vitesse, fréquence, comme on pouvait voir aussi au niveau de la prépa, fréquencer ces pas qui vont être vraiment importants. Donc, attitude attendue pendant l'action. Donc, c'est ballon dans les mains. Donc, c'est capter le ballon côté source. Possibilité de passe rapide. Donc, là aussi, on est sur ce que je disais. On se déplace avec le ballon à deux mains. Donc, possibilité de faire tous les choix. Au moins, ça crée l'incertitude et non pas déjà de positionner son ballon sur un côté ou sur une autre, ce qui peut donner vraiment un appel déjà au défenseur. Vision simultanée du défenseur et du partenaire. Donc, c'est essayer d'avoir vraiment cette position de je me positionne tête à 45 pour vraiment avoir la vision périphérique de déjà comment se situe mon soutien plus mon défenseur. Donc, fixer le défenseur, c'est course vers le défenseur, plus incertitude. Donc, c'est là où je pense qu'il va y avoir une importance de travailler sur ce point-là, c'est donner vraiment, comme le disait Laurent et d'autres, créer, et Mathieu, créer des incertitudes et se donner un référentiel commun. À quel moment on estime que le défenseur est fixé, par exemple. Donc, c'est bien beau de dire il est fixé, il n'est pas fixé, mais c'est vraiment de peut-être expliquer à nos jeunes aujourd'hui que par rapport aux appuis du défenseur, on va plus ou moins comprendre que le joueur est fixé ou pas. Où on a déjà des appuis en fait, qui sont déjà fuyants. Donc là, forcément, le défenseur ne sera pas fixé. Ou peut-être des appuis qui sont vraiment fléchis et déjà vers l'intérieur. Voilà, mais ça, on le verra après sur différentes vidéos pour essayer de donner une image sur comment un défenseur est fixé ou pas. Donc, analyser la position du défenseur, c'est ce que je vous disais. Ses épaules, ses appuis, c'est tout ce qui va vraiment nous aider à pouvoir identifier ça et choisir la zone faible par rapport à la zone de jeu. Donc, ça, on l'avait évoqué tout à l'heure. Comportement attendu pendant l'action. Donc là, c'est là où ça va rentrer un peu en différence par rapport aux exercices précédents. Donc, pendant l'action, ballon en main, il va y avoir deux choix. Le choix du garder, donc c'est où j'évite le contact par rapport au défenseur qui va peut-être anticiper d'aller directement sur le soutien latéral. Réaccélérer pour éliminer le défenseur, changement de fréquence, oriente sa course vers l'extérieur.
c'est chercher le soutien dans le sens du jeu. Donc là, encore une fois, ça va être, tout va dépendre des zones où on va se situer. Et là, ça va être intéressant de peut-être mettre nos exercices et de vraiment leur faire comprendre que voilà, ce 2 contre 1, il n'est pas au milieu du terrain, là, comme on fait tous. Et peut-être de leur dire, ouais, ce 2 contre 1, il est là, mais on va le schématiser comme si on était dans une zone de marque ou peut-être dans une zone défensive. Et ça va créer vraiment des comportements différents par rapport à ce qu'on veut voir. Et c'est peut-être là où les variantes, il faut vraiment mettre des choses comme ça en place pour que ça soit des situations ouvertes et non nos lancements qu'on fait au bord du terrain. Et puis après, ces 2 contre 1-là, on n'arrive plus à les faire un jour de match et on ne comprend pas pourquoi. Choix second, ça va être de passer. Donc, on l'a schématisé par un petit lien vidéo. Donc, passer avant contact, ça va être le repère de la toile d'araignée. Donc, là aussi, expliquer qu'est-ce que c'est ce repère de l'araignée, à quel moment je donne. C'est bien beau de se dire le repère de l'araignée, mais là, on voit vite. Voilà. Donc là, pour moi, le repère d'araignée, ça va être au moment où le défenseur, là, comme Michel, là, tu peux mettre ta flèche dessus. Par rapport au défenseur, c'est au moment où le défenseur a ses appuis fixes, la toile d'araignée, ça va être un pas en avant du défenseur plus bras tendu. Donc, je me retrouve à faire un pas en avant, j'ai presque gagné 1 mètre, plus le bras tendu, j'ai gagné 1 mètre. Donc, la périphérie globale, ça va être 2 mètres. Voilà. Donc, c'est passer ma balle, avancer 2 mètres. Et ça, vraiment, qu'ils aient cette notion et le schématiser avec ce défenseur qui fait ce pied en avant, plus bras tendu. C'est vraiment la zone où, à part s'il saute en détachant ses appuis, voilà, on ne pourra pas aller plus loin. Donc, c'est d'anticiper cette passe qui se fasse voilà, vraiment avant tout ça. Et là, on voit vite qu'avec de la vitesse, si on n'anticipe pas ça, on est pris de suite par. Donc ça, il va falloir le répéter, peut-être faire que ça, et puis après passer à autre chose. Donc voilà, là, on était sur la passe, sur le repère de l'araignée. Donc doser sa puissance de la passe, ça, on a trouvé ça important. On se retrouve souvent à avoir des 2 contre 1 avec des passes vissées. Le problème, ce n'est pas forcément la passe qui est vissée, la problématique, mais c'est la force de la passe. Moi, je passe tous mes entraînements à dire, mais arrêtez de vous balancer des missiles. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais ils veulent faire la plus belle passe que souvent, il faut vraiment qu'ils aient cette notion de je te donne ce ballon, je veux te faire un cadeau. Le but, c'est pas de le tomber, il est fragile, et non pas de se balancer ces missiles-là. Donc ça, je pense que c'est un travail à faire tout le temps, et de le répéter. Donne le ballon dans la course du soutien, donc c'est à hauteur de la ligne d'avantage. Donc là, on en parlait tout à l'heure, c'était Olivier qui en parlait. Il faut vraiment avoir cette notion de, au moment où le porteur de balle va donner son ballon, il va y avoir le temps ce temps comment le schématiser, un temps où ce Suspension du ballon. Pardon? Suspension du ballon. Voilà, suspension. Je cherche le mot, merci. Oui. Donc, cette suspension de ballon, il va falloir donner un repère déjà, parce que les repères, on ne les a pas. Donc, il va falloir peut-être faire des situations où c'est qu'on fait des 2 contre 1 à 2 mètres, à 3 mètres, à 4 mètres, à 5 mètres, à 10 mètres, et peut-être compter le temps de suspension du ballon pour voir à quel moment le défenseur doit commencer sa course, le soutien latéral doit commencer sa course pour pouvoir arriver à prendre le ballon quasi sur la ligne d'avantage, qui est quasi une passe à plat. Et c'est là où on a de la problématique, c'est vraiment d'arriver à faire ces passes à plat par le porteur de balle et ce soutien latéral qui mange le ballon sur la ligne d'avantage. Donc, pour rester dans l'avancée. Fini sa course les bras tendus, donc là on va être vraiment sur les attitudes comme on a pu reprendre sur les tests de la passe et fait sa passe sur l'appui extérieur. Ça aussi important, on va le regarder. Donc, important voilà, de pouvoir. Donc là on le voit vite. Donc là on a des mauvais appuis. Pareil. Donc, important qu'on soit vraiment sur les appuis extérieurs pour vraiment avoir cet équilibre au moment du lâcher du ballon. Et ça peut très bien se faire sur des situations de passe sur un pas, vraiment où on va vraiment regarder que ce travail de pied, de jambes, d'appui. Ça va être vraiment en accord avec les gestes que l'on peut faire. C'est là où je pense qu'il y a un gros problème, enfin un gros travail en prépa, où il va falloir peut-être voilà, la synchronisation entre le haut et le bas du corps, où on se rend compte que sur les âges 15-16 ans,
ils sont complètement à la bourre. Donc ensuite, après l'action, donc porteur de balle, les attitudes après l'action. Donc une fois que le ballon a été donné au soutien latéral, ben voilà, ça retrace un petit peu tout ce que vous avez dit. On réaccélère en direction du nouveau porteur de balle, c'est le changement de fréquence. Couper la course du défenseur, encore une fois, c'est pas une fois que j'ai fait ma passe que l'action s'arrête. C'est passe un peu comme on peut voir là, quand il s'assoit un peu pour faire les passes photographiées par le journal. Ça, on s'en fout, mais c'est vraiment avoir cette notion de je coupe la course du défenseur côté sens du ballon, pour vraiment avoir cette notion de je vais embêter, tout en étant dans la règle, fait proprement. Donc ça, c'est un comportement qu'il va falloir vraiment insister et voilà, prendre le rôle de l'épauleur, voir la cellule d'action. Donc ça, c'est vraiment la cellule d'action sur cellule d'action avec le soutien latéral et soutien axial. Donc après l'action, ouais. J'ai sauté là. Hein. Euh, Voilà, avant l'action. non, c'est bon, je pense. Après l'action, on est là. Soutien latéral, pardon. Voilà, soutien latéral. Donc, avant que le porteur reçoive le ballon. Donc là, on va vraiment parler de ce soutien. Donc, c'est important qu'il analyse la situation du surnombre offensif. Donc, encore une fois, on va l'adapter, que ce soit du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3. Donc, que ce soit du niveau 1, on va parler de surnombre offensif à nos gamins, on va leur faire comprendre qu'est-ce que c'est l'espace libre. Donc, par exemple, c'est se positionner face à personne. On peut le schématiser comme ça. Se démarquer face à l'espace libre. Avant-bras, c'est relevé, position de T-Rex, ça va être les mêmes comportements, et présente la cible au ballon. Sur des niveaux supérieurs, on va pouvoir demander au soutien latéral, par exemple, de se démarquer à la suspension du ballon. Ça, c'est le Graal. C'est arriver à faire ça, c'est aujourd'hui ce qu'il faudrait savoir tous faire. C'est je me démarque au moment où le ballon va être lâché. Un peu comme sur des coups francs au foot où ça ne bouge pas et puis ça part dans tous les sens au moment où le ballon est tapé. C'est là où vraiment il va falloir travailler, mais ça, c'est sur du niveau 3 qui devrait rentrer en compte à partir de KD première année, KD seconde année, Crabos et plus. Là, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est la notion de préaction, hein, dans ce que tu dis là. Exactement. Exactement. Et puis la préaction, aujourd'hui, tu vois que ça, c'est pareil. Je pense qu'on en parle trop tard. Les gamins, ils jouent tout leur duel avec le ballon, quoi. Si on arrivait effectivement à les faire se démarquer sur le temps de suspension du ballon, quel bonheur. Mais après, tu vas voir que s'il y a des vidéos, même les pros à Béziers, c'est catastrophique, hein, les 2 contre 1 qu'ils font. Donc, ils gagnent tous les matchs. Julien, il gagne tous les matchs, je déconne pas. Non, mais pour dire que la problématique, elle n'est pas que chez les jeunes. Oui, c'est clair. Et puis après, en plus, souvent, ces situations réduites, pour moi, elles sont. Tu peux tout travailler en faisant du 1 contre 1 jusqu'au. Ça, et c'est vite oublié peut-être. Peut-être c'est trop vite oublié ces situations, on passe à trop. Que le résumé de tous nos exos est là-dedans. On peut tout travailler au travers de tout ça. Donc, soutien latéral, panne à l'action. Donc, le porteur a le ballon. Donc, ça va être vraiment cette notion de je régule ma vitesse. L'objectif va être de réceptionner toujours son ballon à pleine vitesse. Comme on l'évoquait chez vous, à moins de 14, ça peut être une problématique, ou trop tôt ou trop tard. Donc, ça va être vraiment de faire des exercices avec ce temps de suspension pour arriver vraiment à prendre le ballon à pleine vitesse et à gagner surtout cette ligne d'avantage. Le but, ce n'est pas de se passer le ballon pour se passer le ballon, mais de vraiment avoir comme les Blacks, là, ici, sur une même ligne, ils se font les passes à la même hauteur, et puis c'est toujours avec de la vitesse. C'est je réceptionne mon ballon au bout des doigts pour qu'il soit vite redonné. Voilà, ça va être du travail qui est en corrélation avec les tests de passe qu'on peut faire au biais du club. Ça va être vraiment, tout va se ressembler. Donc, c'est garder cette vision sur le choix du porteur et la position du défenseur. Donc, déterminer le déclenchement de la passe ou rester démarqué. Communiquer sa position et sa situation libre. Donc là, voilà, comme vous l'avez dit, peut-être avoir une codification, que ce soit ballon, tic, mais peut-être qu'elle soit commune, comme je l'évoquais avec Michel. Pourquoi pas garder la codification de la première? Ça peut être intéressant. Pourquoi aller s'inventer des choses? Voilà, que la finalité sera peut-être de ce qui est un nombre de gamins qui puissent accéder à tout ça.
autant dès à présent, vu qu'on travaille là-dessus, garder peut-être cette codification qu'ils ont au plus haut et que vraiment, en début de saison, on puisse avoir cette codification en rapport commun avec toutes les catégories et qu'on sache qu'on parle voilà, le même langage, que ce soit des petites catégories aux plus grandes. Donc voilà, après, ça va être exactement pareil, avant-bras relevé, T-Rex et face au ballon. Soutien latéral après l'action. Donc le porteur a fait son choix. Donc là, c'est pareil, on va être dans la même situation que la précédente quand c'est le porteur de balle, sauf que là, c'est le soutien. Donc le premier choix, ça va être de garder le ballon. Donc, le soutien donne une solution sur la latéralité. Il peut accélérer à hauteur et il reste toujours démarqué. Le choix numéro 2, ça va être que le porteur fait la passe. Donc après, c'est sur une situation ouverte qui se génère sur du mouvement général. Donc c'est vraiment accéléré pour réceptionner. On est sur les mêmes choses que précédemment. Donc là, il n'y a pas besoin de le reciter. Présenter la cible et se déplace avec le ballon à 2 mains pour créer l'incertitude. Et non pas faire ce choix que souvent on voit trop. Déjà, positionner son ballon trop tôt, on donne déjà la lecture aux défenseurs de voir nos choix. Donc, on a essayé de le lister par rapport au niveau de jeu. Là, ça peut être intéressant et c'est à quel moment je vais pouvoir avoir un comportement à observer en tant qu'éducateur. Donc, on a peut-être schématisé, après ça peut se débattre, mais peut-être que le niveau 1 va se commencer le 2 contre 1, on va peut-être l'inclure à partir de 10 ans. Voilà, c'était notre vision des choses. Le niveau 2 va peut-être commencer après à partir de 14 ans, on est bien, 12-14 ans. Et puis après, niveau 3, on devrait, qu'à des premières années, seconde année, déjà y être. Ça veut dire que c'est la réalisation du niveau 1 et du niveau 2, mais à pleine vitesse. Et là, encore une fois, c'est là où il va y avoir du travail. C'est que nous, en cadet, on est obligé de retomber sur du niveau 1, sur du niveau 2, et on délaisse la vitesse. Donc, les attitudes, pour nous, les comportements à observer sur un porteur de balle en niveau 1, ça va être la difficulté de réception et réalisation de la passe, droite et gauche, sur des choses très simples, et course vers le soutien ou s'arrête avant de passer. Voilà, ça va être vraiment une chose qu'il va falloir faire attention. C'est vraiment d'insister sur comment je donne après le contact et comment mon attitude, comment elle se passe au moment où je réceptionne la passe. Au niveau du soutien latéral, c'est ne se démarque pas souvent. Donc là, ça va être vraiment faire des exercices tout simples, passe à 10, qui n'ont rien à voir avec le 2 contre 1, mais passe à 10, ça va déjà avoir une notion de je me démarque, j'appelle le copain dans le mouvement. Là aussi, il y a une multitude de jeux pour travailler cela. Cours à hauteur du porteur, passe avant ou s'arrête à la réception. Et difficulté, encore une fois, à réceptionner le ballon quand on est dans le mouvement. Donc, on va le voir. Le ballon tombe ou bien placé sous le bras. Voilà. Donc là encore, on est sur un jeu où les partenaires qui veulent continuer à avancer, c'est s'engager. On s'engage vers l'avant, toujours avec cette notion d'avancer, mais en créant de la coopération. Là où c'est encore important, parce que voilà, ce problème-là, il n'existe pas que chez nous. Et c'est dès le plus jeune âge, voire même c'est peut-être là où il y a le moins de problèmes. Et plus on monte dans l'âge, moins on voit que cette coopération, elle est faisable parce que de peur de dire une bêtise ou la timidité, enfin voilà, on en fait des Bernardo complets, ces joueurs, et ils sont éteints complets. Donc il faut aller vraiment la chercher, cette ressource, parce qu'elle est indispensable pour jouer au rugby et pour tout. Donc voilà, peut-être il n'y a pas besoin de regarder la vidéo en entier. Vous m'entendez là ou pas? Ouais. Ouais. Là, juste voilà, là on est sur des scolaires et on se rend bien compte quand même que la non-maîtrise de la technique de passe complique la réalisation du 2 contre 1. Hein. Donc c'est pour ça que la priorité, c'est quand même de travailler cette technique et après de travailler les situations. Et bon, et c'est pour ça que chez le 2 contre 1, avant 10 ans, pour nous, ça nous semble prématuré et un peu compliqué à réaliser. Quoi. On continue? Ouais, vas-y. Donc,
on passe sur le niveau 2. Donc, niveau 2, voilà ce qui peut intéresser les catégories voilà, moins de 13, moins de 14. On va commencer vraiment à avoir des attitudes observables différentes. Difficulté de réceptionner un mouvement et à réaliser une passe longue. Bon, mais ça, on est toujours sur un petit peu par rapport au niveau 1. C'est dès qu'on va commencer à mettre de la vitesse, voilà. Il va y avoir beaucoup de ballons tombés et nos exercices avoir une. Voilà, donc là, on était chez les pros. C'est exactement pareil, ce que je disais. Même les pros, tout le monde a des difficultés. Donc ça, il faut en bouffer. Encore une fois, je pense que on peut. Donc, difficulté à garder la vision sur le défenseur et le soutien. Là, encore une fois, c'est voilà, cette prise d'information qui est compliquée. Arriver à avoir une vision un peu périphérique de comment se passent les mouvements du défenseur. Voilà. Là, on voit un défenseur qui est plus ou moins fixé. Avec, voilà, au moment où le porteur de balle va enclencher sa passe. Ouais. Erreur de Cola, quoi. Voilà. Il Donc n'a là, aucune info sur cette position-là. voilà, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'avoir ses épaules et sa tête plus ou moins orientée à 45 degrés pour permettre d'avoir cette vision sur le défenseur et sur son soutien. À contrario, il regarde que son partenaire et du coup, ne s'aperçoit même pas que le défenseur est déjà parti. En fait. Ça passe, mais est-ce que c'était la meilleure solution? Là, en l'occurrence, non. Je ne pense pas non plus. Parce que le défenseur joue le soutien. Donc là, Ouais. voilà. Alors, nous juste avec Julien, excuse, oui, bien juste sûr. nous, on accentue encore un peu plus pour essayer de fixer davantage le défenseur. On demande vraiment au porteur, nous, parce que pour nous, le vrai leurre, en fait, c'est le ballon. Donc, on demande vraiment qu'ils exagèrent un peu plus encore et qu'ils tiennent presque le ballon à l'intérieur, tu vois, dans la course, carrément. Parce qu'on considère que même si tu as une course droite, mais que tu as le ballon là, vers ton partenaire, le défenseur, déjà, il est aspiré par le ballon. Donc, en fait, on essaie. Et ça marche assez bien. On l'a bien remarqué, tu vois, chez des gamins qui étaient un peu emmerdés avec ça, ça a résolu quelques problèmes. Vraiment, on leur demande d'exagérer. Et on avait fait ça pour le challenge orange, tu sais, quand on rentre bien sûr. deux sur les. Et donc, on leur demande, tenez-moi ce ballon à l'intérieur. Et du coup, ça. Alors après, la difficulté qu'il va y avoir, c'est dès qu'on va mettre de la vitesse, c'est. Oui, tu as le transfert d'appui plus difficile. Voilà, entre le transfert d'appui et le changement pour venir positionner ton ballon à pleine vitesse, tu vas perdre 3-4 mètres. Et cette zone d'araignée va souvent se traduire par un ballon qui est intercepté ou tapé dedans. Oui, tout à fait. Et voilà, mais après, oui, bien sûr que dans l'idée. Donc, ne fais toujours pas les choix. Voilà, ne fais pas toujours les bons choix. Fais son choix avant d'avoir lu et vu. Voilà, donc là, on voit bien que le joueur, et voilà, ça va être vraiment d'insister sur cette loupe de qu'est-ce qui est aujourd'hui un défenseur qui est fixé. Et ça va être vraiment de voir ses attitudes de pied, d'orientation de bout de pied, d'épaule. Voilà, ça va être un style de défense. C'est moi, je défends par la défense et j'attaque par la défense. C'est par rapport à ces attitudes-là, je fais mon choix. Donc là, encore une fois, on voit que le gamin, il ne regarde pas du tout. Si, celle-là, elle est bonne. Il a fait. Celle-là, elle était bonne. C'était un piège. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Il y avait 2 mauvaises et 2 bonnes. Ouais. C'est bien, c'est bien. Mais, mais je suis sûr que si tu demandes au gamin, je suis sûr qu'il avait décidé de prendre l'intérieur avant de prendre l'info. Je pense aussi. Et le connaissant, je pense que c'était prévu avant. Parce que le coup d'avant, il a vu le mec partir, prendre le soutien. Il a dit le coup d'après, tu ne m'auras pas, tu vois, je te fais d'entrée. Et c'est ça, à mon avis, parce qu'il ne regarde pas. C'est exactement ça. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, peut-être, Michel, reviens sur celle que tu as mis, là, la vidéo. Donc là où on va pouvoir jouer, avance Michel, là où il y a les zones avec les mecs de la première. Voilà, là. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que les plots, les piquets, ils sont représentés par des couleurs. Donc, il y a 3 entrées. Et ça va être vraiment le but, c'est que le défenseur rentre dans une zone et le porteur de balle va devoir les chercher. C'est le défenseur qui va vraiment décider de sa zone. Donc, on va avoir vraiment une situation ouverte avec le 2 contre 1, avec le porteur de balle qui va devoir s'adapter par rapport à un espace terrain et plus ou moins réduit par rapport à la zone où le défenseur va rentrer. Donc ça peut être une variante aussi qui est intéressante à utiliser durant vos 2 contre 1.
Là, encore une fois, on voit bien qu'il fait sa passe, il n'y a rien de fixé. Ouais, et Là, puis c'est là, où l'interception. il a tous ses appuis vers l'extérieur, quoi. Donc, il va forcément Ouais. être. Il Après, le tu peux avoir le touche défenseur sans qui, accélérer. tu peux avoir le défenseur qui vient de côté aussi, ou en poursuite. C'est Ah, toujours un peu contre eux. exactement, mais bien sûr. Après, des exercices, il en existe. On en a d'ailleurs en place. On va, C'est peut-être on va, pas sur on un va en côté ou sur un reparler à la poursuite. fin. Tout à fait. On en D'accord. parlera. Ouais, Continue. voilà. Donc, soutien latéral ne se démarque pas toujours. Hein, on est surtout sur la même problématique. Ça va être commencer peut-être à avoir ce démarquage sur un temps de suspension et difficulté à réguler sa course. Donc, voilà, là, ça va être encore une fois à quel moment je déclenche ma course, créer des repères pour ne pas être trop en avant. Donc, voilà, là, on a parlé des repères, peut-être arriver à voir le porteur de balle qui précède, enfin, arriver à voir notre soutien offensif qui précède le porteur de balle. Ça va être arriver à voir dans le dos, peut-être se créer. Voilà. Mais ça, il faut en bouffer. Et puis, pour chronométrer un petit peu ce temps de suspension entre le porteur de balle et le soutien. Concrètement, ils sont souvent en avance, quoi. Donc, ou ça fait un en avant, ou alors ils sont obligés de s'arrêter pour prendre le ballon. Voilà. Et ça, après, on Je peut pense le que faire le même. repère, là, c'est le soutien qui prend la balle, en fait. C'est la position des épaules du soutien qui te donne le bon timing, en fait, quoi. C'est celui qui reçoit. Et souvent, tu t'aperçois qu'ils ont vraiment les épaules vers la source, quoi. Ils n'ont pas que les mains vers la source, là, en l'occurrence. Et souvent, ils sont toujours devant, quoi. Donc, c'est la même maladie que le 1 plus 1 contre 1. Ils ont toujours peur. Alors, pour ça, nous, on essaye de parler de profondeur utile. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais bon. Et là, clairement, C'est la même maladie que le duel. Clairement, il n'est pas tenu compte du temps de suspension du ballon. Il est déjà Ouais, c'est clair. à la même hauteur que lui. Donc forcément, le temps que le ballon arrive, ou il est obligé de ralentir, ou alors il va toujours avoir le ballon derrière lui, quoi. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est parce que souvent, cette notion de 2 contre 1, on la travaille déjà avec de la profondeur. On crée de la profondeur aux joueurs, chose qui souvent n'arrive pas en match parce qu'on se retrouve sur des défenses, et puis quand il y a une contre-attaque, on repart sur du à plat. Ça va être vraiment de travailler sur ce soutien, à quel moment il déclenche sa course. On peut travailler des 2 contre 1 et partir à plat. Et puis, à quel moment, par contre, il va déclencher sa course pour créer cette profondeur. Et c'est là où ça va être le plus difficile. Et ces situations ouvertes vont permettre de se rapprocher le maximum de ce que l'on vit en match. Parce que sur un turnover, si on récupère un ballon, on va être forcément à plat. Et bien, comment je gère mon 2 contre 1 ? Donc, à quel moment je redéclenche ma course et non pas au moment où le porteur de balle enclenche sa course. C'est là où il faut avoir cette lucidité de dire, ben non, j'attends avant de partir et je déclencherai un peu plus tard. Et ça, c'est des situations ouvertes qu'il faut vivre pour être au maximum sur de la réalité de match. Donc, et après, niveau 3, voilà, donc ça va être un petit peu tout ce que l'on a vu, mais ça va être de la réalisation à pleine vitesse. Donc, on se rend vite compte que dès qu'on y met de la vitesse, ça va être de l'échec. Le choix ne va pas être souvent opportun parce qu'on va être souvent sur cette vision périphérique qui ne va pas être vraiment assimilée. Donc, on se focalise. Après, il y a un facteur il y a tous les facteurs qu'on oublie, mais il y a le facteur stress, il y a le facteur fatigue, il y a le facteur, voilà, toutes ces choses-là. Et quand on se rend compte après en match, la difficulté de réaliser ne serait-ce que 2 contre 1 qui peut passer à nos entraînements. Et puis, on va pas comprendre pourquoi nos joueurs n'y arrivent pas en match et puis que ça marche aux entraînements. C'est là où il va falloir se poser peut-être les bonnes questions pour pouvoir sortir voilà, ces exercices de façon le plus réelle possible et qui soient vraiment à situation ouverte. Et ne poursuit pas sa course après la passe. Donc ça, c'est une problématique quand même aujourd'hui, ce qu'on a des joueurs qui passent et c'est fini. Et puis stop, ils oublient. Donc là, ce n'était pas forcément celle-là. Voilà, donc là, on voit ce joueur, c'est que au moment où il fait la passe, son appui, il repart vers l'intérieur. Donc, en aucun cas, il vient gêner le défenseur dans son extérieur pour aller se diriger vers le soutien latéral. Donc là, important, voilà. Là, déjà, son appui, reviens un peu, Michel. Son appui déjà du porteur de balle. Donc là, il devrait être
à l'extérieur du défenseur et non pas avoir cet appui qui re-rentre. Voilà, qui favoriserait. Voilà, après, il y a des équipes qui le font bien. C'est agaçant. Là, c'est ma préférée, celle-là. Voilà. J'ai donné et je suis content. J'ai fini. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez nos jeunes. Donc ensuite, ça va être, on passe au soutien latéral. Difficulté à prendre le ballon à pleine vitesse, donc ralenti à la réception, ne communique toujours pas. Donc là aussi, ça va être à quel moment le soutien va déclencher sa course, créer de la profondeur si on est sur une situation fermée. Mais on va essayer de bosser plutôt de la situation ouverte. Voilà. Ça, voilà. Là, on l'avait mis pour montrer un petit peu un exercice avec de la vitesse, en fait. Avec de la vitesse, puis on oblige le porteur de balle à rentrer dans une zone bien précise. Donc, c'est plutôt intéressant. Voilà, là, on a du défenseur en travers. Là, on a du défenseur par derrière, comme tu évoquais là, Laurent. Pour créer, la poursuite, elle peut être intéressante pour créer cette vitesse parce qu'il y a que ça qui marche. Mettre des joueurs derrière et puis voilà, même s'il y a de l'échec, mais au moins ils sentent cette pression ou de chronométrer sous forme de points. En fait, il y a une multitude d'exercices qui peuvent permettre de générer de la vitesse. Mais l'idéal, c'est la succession des zones et de formes de contrôle. Ça oblige le remplacement, ça oblige la continuité, ça est obligé de mettre de la vitesse. C'est l'idéal. Exactement. Oui. Donc voilà, après on était parti sur les exercices. Tu veux que je prenne la suite là, parce que ça tu l'as. Ouais, mais de toute façon, en plus on les a plus ou moins. Mais vas-y, Michel. Hein, parce que là, les 3 dernières diapos, je les ai finis vite fait là. Donc en fait, l'idée c'était d'essayer un petit peu de travailler en amont pour préparer tout ça. Et même si chez les niveaux 1, on va dire les U6, les U8, on ne va pas faire du vrai 2 contre 1, on peut anticiper et faire des choses pour déjà se préparer pour la suite. Donc, c'est travail de gestuel, donc cette fameuse réception de passe. Alors, il ne faut pas hésiter à utiliser des différents ballons. Pour moi, les ballons en mousse, c'est les plus faciles à attraper parce qu'on peut vraiment planter les doigts dedans. Mais on peut jouer avec des petits ballons ronds, des balles de tennis. Même s'il y a beaucoup d'échecs au départ, avec les tout petits, c'est pas grave. Mais au moins, on va travailler cette lecture de trajectoire et cette agilité. Le travail de démarquage, donc apprendre à lire la position des adversaires. Et le travail de communication, ça aussi, je pense qu'on peut le commencer déjà chez les plus petits. Parce que s'ils apprennent à s'exprimer et à parler devant les autres dès le plus jeune âge, ça sera plus simple pour la suite. Donc, communiquer, ça ne veut pas dire… on sait qu'ils veulent tous le ballon à cet âge-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'expliquer un petit peu ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire que celui qui doit communiquer, peut-être, c'est celui qui est le plus près de celui qui a le ballon. Mais les inciter à parler plus dès le plus jeune âge. Donc l'exercice qu'on a proposé, c'était un exercice de passe à 10. Donc vous connaissez tous la passe à 10. Donc voilà, je vous épargne le truc. L'idée, c'est d'utiliser des ballons différents, comme on l'a dit juste avant. Même chez les petits, de reprendre un petit peu ces exercices où là on est avec les plus grands où on travaille tout, c'est-à-dire qu'ils tiennent un ballon d'une main, donc on va travailler du gainage, ils se font des passes avec l'autre main avec des balles de tennis, donc on travaille l'agilité, on travaille le truc, on peut en même temps travailler le démarquage,
hein, en mettant sur cette fameuse passe à 10 des défenseurs moins nombreux que les attaquants. On peut travailler la communication en demandant au joueur qui est le plus proche de s'annoncer. Voilà, il y a, sur juste un exercice comme ça, il y a plein de choses à travailler. Je pense que Landry qui est là me dirait qu'on va aussi travailler les appuis parce qu'il va y avoir des changements de direction en pagaille. Enfin, voilà. Sur un exercice comme ça, on peut vraiment axer tout plein de travail différents. Et l'idée, c'est de toujours, par rapport au niveau de ces joueurs, de préparer ces fameuses variantes pour aller du plus facile au plus difficile. Donc, sur la gestuelle, travailler avec des ballons en mousse au début, des ballons durs, peut-être prendre des ballons de taille plus petite au départ pour que ce soit plus facile à attraper. Et après, arrive, parce que j'ai le sentiment que souvent, les ballons qu'on utilise, ils ne sont pas trop appropriés par rapport aux tailles de main de nos gamins. Donc, des balles de tennis. Sur le travail de démarquage, faire trois équipes, comme ça on a mis 2 qui attaquent et une qui défend, du coup ça facilite le démarquage et ça crée beaucoup plus de surnombre. Après, on peut augmenter la dimension du terrain pour avoir plus d'espace et au fur et à mesure revenir à un équilibre numérique pour que ce soit de plus en plus dur et de manière à ce qu'il y ait ce travail-là. Et sur la communication, mais demander aux joueurs de crier le mot code. Donc, faire attention que ce ne soit pas tout le monde qui crie, puisque surtout chez les jeunes, on sait qu'ils veulent tous ce ballon. Donc, vraiment dire qui doit communiquer ou pas. Donner, mais après les sanctionner, si le joueur le plus proche et qui était démarqué n'a pas communiqué, mais la meilleure des punitions, c'est de donner le ballon à l'adversaire. Comme ça va, l'esprit de compétition, ça va les obliger à parler un petit peu plus parce qu'au final, ils veulent toujours le ballon. Et, ou alors, si là, voilà, c'est ça. Éloigner le porteur. Alors, il y avait un autre truc, j'ai dû le rajouter après. Et donc, ensuite, sur les exercices de niveau 2 et 3, on part sur donc, le fameux 2 contre 1 classique qu'on a vu en image à plusieurs reprises. Et dedans, pareil, y mettre les variantes pour être du plus facile au plus difficile. Donc, sur la gestuelle, on va démarrer peut-être au départ avec le porteur qui a le ballon en main pour éviter les échecs de réception, puisque ce qu'on veut voir, c'est quand même la suite de l'action. Puis après, recevoir une passe d'un joueur qui est en statique, après d'un joueur qui est en mouvement, éloigner le passeur pour travailler aussi sur cette fameuse réception, éloigner la position du latéral, rajouter un défenseur en poursuite, on l'a vu avec les pros là, pour augmenter la vitesse. On peut aussi mettre un chrono, un vrai ou un faux, compter jusqu'à 3 par exemple, pour leur laisser le temps d'aller marquer, pour les inciter à accélérer. Sur le démarquage, mais au départ, on peut faire comme sur les exercices, faire des couloirs pour empêcher les défenseurs d'aller partout et de vraiment déterminer les espaces qui soient flagrants pour les attaquants. Et puis au fur et à mesure, voilà, guider les interventions, laisser du temps aux attaquants pour analyser l'espace en éloignant les défenseurs. Et puis après, petit à petit, on va rapprocher les défenseurs. On va démarrer en position au sol pour travailler sur cette préaction, être réactif. J'ai marqué cacher un œil des attaquants pour qu'ils comprennent un petit peu l'importance de la vision périphérique. Ça, j'avais acheté des trucs là de pirates pour cacher un œil et ça peut être ludique aussi et en même temps les inciter à regarder un peu plus. Varier les zones d'intervention des défenseurs. Et après, au fur et à mesure, laisser de plus en plus de liberté aux défenseurs de manière à ce qu'ils puissent le défendre aussi comme il veut, en contrôle ou n'importe.
et ça va vraiment obliger les attaquants à faire les bons gestes pour fixer. Et sur le travail de communication, mais pareil, au départ, demander la communication tout simplement, et puis après l'imposer aussi. Voilà, si le soutien latéral ne s'annonce pas, ben, le coup n'est pas validé. On peut varier le départ aussi, c'est-à-dire que le soutien latéral, eh bien, au fur et à mesure, peut-être on va l'empêcher de venir. Et du coup, ça sera juste un contre un et le porteur de balle va comprendre l'importance du fait de savoir si le soutien est là ou pas. Donc, ça fait partie des variantes. J'ai pensé aussi, pourquoi pas mettre un bâillon au soutien latéral pour qu'il soit obligé d'apprendre à parler plus fort, même s'il a la bouche bâillonnée. Enfin, voilà, des idées un peu ludiques, rigolotes, mais qui vont dans ce qu'on veut voir par la suite. Voilà, ça c'est sur les exercices. C'était surtout les variantes. Je pense que vous-même, vous aurez d'autres idées pour faire avancer le schmilblick. Est-ce que vous voulez poser quelques questions par rapport à tout ça? Il y a des choses qui vous interpellent, qui vous choquent? Ouais, moi s'il vous plaît. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment interpellé là, c'est la distance entre les vidéos qu'on a vues là sur les pros et sur les jeunes catégories. La distance de préparation de nos ateliers, c'est quasiment la même. On demande, c'est-à-dire que pour moi, on demande à des U10, alors peut-être pas U10 parce qu'on n'a pas vu, mais U12, U14, U16, d'avoir le même geste technique que les pros. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils ont 5 mètres d'élan comme les pros, une distance de 3 mètres pour préparer leurs gestes. Et je trouve que là, même titre qu'on veut leur apprendre à communiquer, on ne leur apprend pas à toute cette préaction, à regarder les effets d'une feinte de passe, regarder ce que va faire le défenseur si j'ai la possibilité de faire une feinte de passe, et puis jouer mon duel après. Voilà, ça c'est un truc qui m'a marqué là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors ça veut dire que sur nos lancements, justement, ça tombe bien, tu vois, j'avais fait une petite vidéo par rapport à ça. Sur nos lancements, on travaille beaucoup avec des plots proches et des courses qui, pour moi, ne sont pas très adaptées. Tu vois, c'est-à-dire que là, on fait le tour des plots. Vous voyez là ou pas? Oui. Tout le monde le voit. Ouais. Donc, on est sur je cours en arrière et d'un coup, je tourne à des plots. Et effectivement, je me retrouve avec un temps de réaction plus ou moins long. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à jouer, à mon avis. Mais sur les lancements, moi, je serais plutôt favorable à ce genre de lancement où on est déjà en position comme sur un terrain, en fait. Hein, et là, on doit s'adapter et on a déjà cette vision-là. Donc après, là, on le voit, il fait son lancement avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, si c'est du stripping ou du skipping. L'Annery pourra nous le dire, mais au moins, on est déjà face à l'action et là, on est plus proche de la réalité, en fait. Quand je disais faire un démarrage, partir d'un démarrage avec un joueur qui est au sol, mais ça peut arriver aussi. Je suis en match, je me suis fait plaquer, machin, je me relève et je suis prêt à jouer, quoi. Tu vois. Mais avoir une course à l'envers, c'est pas très représentatif. Et malheureusement, on a tous appris comme ça. Hein. Moi, j'ai fait ça pendant 15 ans aussi. Mais maintenant, je change un peu mon fusil d'épaule parce que justement, l'objectif, c'est de se mettre près de la réalité. Donc, par rapport à ce que tu dis, peut-être que effectivement, on devrait laisser un peu plus d'espace au départ à nos attaquants pour avoir le temps de mieux analyser. Laurent, tu voulais réagir? Moi, l'exercice où il rentre en marche arrière, là, pour moi, c'est une correction qu'on doit apporter. Hein, parce que tu faut simplement demander à tes joueurs de rentrer soit en arrondissant des courses, soit en pas chassé. Hein. Moi, pour moi, c'est une correction de l'édu qui n'est pas faite. Hein. Après, tourner derrière des plots, ça ne me pose pas un souci. Ouais, mais ou même y aller en marche arrière. Voilà, on est vraiment quand même
Totalement, Un mais match, dans la il n'y vraie a pas vie, cette situation-là. oui, mais parce que c'est pas corrigé par les ducs. Mais si tu peux leur demander de tourner vers les plots, mais dans une certaine logique, de toujours voir ce qui se passe en face de toi et peut-être d'être en position tout de suite de repositionner tes épaules. Donc c'est soit arrondir, soit de la marche arrière, soit du pas chassé. Mais moi, ça me gêne pas. Pour moi, c'est de la correction, au contraire. C'est un autre truc à corriger. Parce que ça, en match, ça arrive. En match, le but, c'est de replacer tes épaules rapides. Après, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, de les faire partir le nez dans le guidon dans le sens inverse, oui, effectivement. Mais si tu les fais passer en marche arrière autour du plot, pour le coup, ça fait un peu de motricité en plus. Tu replaces tes épaules. Ça représente un ruck aussi. Ça peut représenter un ruck. Pourquoi pas. Reprise de profondeur, repositionnement des épaules, ça ne me gêne pas. Mais pas comme c'est fait là, effectivement, pas comme c'est fait là. Là, oui, ça n'a pas de sens. Là, ça n'a pas de sens. Ouais. On est d'accord. Mais reprise de profondeur. Ah oui, mais reprise de profondeur, positionnement des épaules pour attaquer la ligne, moi, ça ne me pose pas de souci, au contraire. Mais il faut que ça soit corrigé, quoi. Tu dis pas au mec, quand tu es en match, tu ne pars pas le dos, le dos à l'adversaire. Donc, voilà. Bon, là, c'est un peu exagéré. Mais bon. Moi, j'avais une question pour notre prépa physique. Quand on voit les situations des pros là, qui sont faites à pleine vitesse, là, est-ce que ce genre d'exercice, on ne pourrait pas les intégrer au lieu de, ou du moins en même temps que nos fameuses mises en place du vendredi, parce que l'idée, c'est est-ce que ce genre d'exercice où on va mettre un peu de vitesse, mais sur des séquences relativement courtes, avec un temps de récupération, le temps qui se replace et compagnie, est-ce que c'est usant pour une compétition qui va avoir lieu le lendemain ou le surlendemain? Tu peux me montrer ta séquence là, Michel? Alors, je reviens sur le truc. Tu m'as posé une colle là. Hein. J'ai besoin de vraiment bien visualiser pour te répondre correctement. Ouais. C'est pas celui-là. C'est celui où il y a la vitesse. Des situations de sprint que tu proposerais le vendredi. Ouais. 5 secondes maxi et avec des temps de repos suffisants pour éviter d'être fatigué le lendemain ou le week-end. A priori, j'ai envie de ça un peu, Michel. Bien sûr que non, c'est celui-là. Voilà. Non. Voilà. Donc là, tu vois, oui, on est sur un exercice qui, pour moi, ressemble vraiment à une situation de match, où on est avec beaucoup de vitesse. Voilà. Et tu as fait une course de 20-25 mètres. Là, une fois que tu es passé, tu vas revenir. Donc, tu as, on va dire, tu as bien 1 minute de récup. Est-ce que ça rentre dans du lactique ou est-ce que ça reste que sur de l'explosif et de la vitesse? Tout dépend de ta récupération et de ta distance de sprint. Effectivement, comme tu l'as dit, soit tu le fais en travail répétition de sprint, donc qui ressemble plus à du lactique parce que le mec il va avoir les cuisses gonflées très rapidement, soit tu travailles plutôt sur de la qualité et de la vitesse pure avec de la gestuelle spécifique rugby, donc excellente pour ta mise en place avant compétition et qui sera à mon sens effectivement le choix le plus judicieux. Effectivement, moi je pense que ça peut être tout à fait pris en compte avant la compète. Le vendredi, ça peut être bien ça. Si tu mets beaucoup de récupération, ça peut être très bien et tu dis aux gars de faire vitesse max. Tu les mets en situation réelle. Très bien. Donc ça, on peut faire ça la veille d'un match. Ça ne laissera pas de traces de fatigue pour… Non, du tout. Tu laisses au moins 1 à 1:30 de récup qui reviennent tranquillement en petit footing, ils respirent et puis c'est reparti. Le tout, c'est de bien calibrer le tonnage. Le tonnage, c'est le volume.
Donc, je ne sais pas combien de temps tu veux le faire travailler ou combien de sprints tu veux faire, mais il faut bien fixer la limite. C'est un critère qui serait intéressant à communiquer, justement. Parce que si tu veux, moi, je suis entraîneur. Une situation comme ça, je peux l'adapter. Mais Ouais. si j'ai des critères de physique pour éviter qu'il soit fatigué le lendemain, donc par exemple, quelle distance je peux utiliser et quelle fréquence, le temps de récupération et le nombre de fréquences que je peux faire. Je vais te le faire j'organise. Je te le fais en instantané si tu veux. Si tu veux bien me remettre la vidéo là, du début, que je puisse analyser un petit peu la tâche. En fait, tu as un porteur de balle qui est ici. Tu as un autre joueur qui est un défenseur qui a sa poursuite derrière. Ouais. Il va accélérer obligatoirement puisqu'il a un joueur qui est en poursuite. Donc, il reçoit le ballon. Et l'objectif, c'est de jouer son 2 contre 1 avant d'être rattrapé par celui qui est derrière. Ouais, ok. Donc, c'est quand même une course assez… Combien tu m'as dit? 20, 25 mètres? Ouais, là, il part du 40, il s'arrête au 22. Donc, après, voilà. Mais la question, c'est justement sur combien de mètres tu peux le faire pour éviter de transformer… D'être trop fatigué. Je dirais, moi, sur un travail sur 15 mètres, par personne, par joueur, maximum 7 sprints qualitatifs, entrecoupés de 1 à 1,30 de récup. Et bien sûr, cet atelier, tu le mets au milieu d'autres, c'est-à-dire soit il est au début de ta séance, soit il est au milieu. Généralement pas vers la fin parce qu'il faut quand même que le métabolisme soit frais pour créer beaucoup de vitesse et de gestes techniques qualitatifs. Donc, c'est quelque chose que tu mets juste après ton échauffement, je pense. Ouais. Enfin, si je dis pas de conneries, Mathieu, il est là. Mathieu, t'en dis quoi? Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il faut pas que ça se transforme en lactique. Donc, ouais, c'est ça. Voilà, moi je dirais ça. Je dirais maximum 7 sprints par sportif. Tu mets une à 1,30 de récup. Ça peut être de la récup active, semi-active avec. Il faut que ça soit la récupération active, oui, tout à fait. Voilà, pour favoriser un petit peu le retour sanguin et métabolique. Et puis c'est excellent. Et leur demander par contre, sur la série, qu'il faut que ça soit intensité maximale. Parce que s'ils le font à 80%, ça ne sert à rien. Il faut le faire à 100%. Voilà. Très bien, parfait. C'est ce que je voulais entendre. Ça veut dire qu'on peut faire ce genre de choses le vendredi soir sans prendre de risques et au contraire, ça va augmenter nos capacités d'explosivité et de vitesse. À mon sens, oui. Merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? C'est déjà 12h30. Donc, vous remarquerez quand même qu'il n'y a pas eu de coupure. Oui, c'est vrai. T'es vraiment chanceux, toi. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, ça, c'est une bonne chose. Est-ce que, avant de vous laisser aller manger, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Bon, si on peut partager le boulot là, de chacun, ça peut être intéressant. Par mail. Michel, si tu peux faire ça. Et là, moi, déjà, ce que je vais faire, c'est que voilà, on va récupérer les PowerPoint de chacun. Là, j'ai enregistré la vidéo. Alors, peut-être je vais la couper pour chaque intervention et je la mettrai, je l'enverrai un message pour ceux qui n'étaient pas là. Et après, moi, ce que je vous propose, c'est on attaquera d'autres thèmes qui vont suivre, c'est-à-dire le 2 contre 2, le 2 plus 1 contre 2. Mais là, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est de mettre en image un petit peu tout ce qu'on a vu là. Donc, de s'entendre dès qu'on reprend le terrain. On aura l'annonce mardi, mais a priori, pas la semaine qui arrive, mais la semaine d'après, on devrait pouvoir reprendre les entraînements, si tout, je l'espère. Et peut-être essayer de prendre ces fameuses images pour mettre sur tout ce qu'on a noté là
et sortir un petit peu des dossiers derrière qui puissent servir à tout le monde. Ok. Ok. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Merci. Je sais que Merci à tous. Merci à tous. on était moins nombreux que ce qui était prévu. Mais l'important, comme je dis toujours à mes joueurs, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Merci pour votre investissement. Je trouve que c'était très, très riche. Et même si on a tous de l'expérience, il y a toujours des choses qui se rajoutent. Je pense que la collaboration, la mutualisation des compétences avec les prépas physiques, elle est primordiale. Et je suis content d'avoir Landry qui organise ça. Et on va vraiment continuer dans ce sens-là. Et comme il disait en début de présentation, il faut qu'on arrive à travailler ensemble et pas chacun de son côté. Donc, le prépa physique fait partie intégrante de staff. Et le fait qu'on puisse partager tout ça, là, à mon avis, ça va aller dans le bon sens pour ce qu'on veut faire par la suite. Voilà, encore merci à tous. Je vous laisse et vous souhaite un bon appétit. Et je vous tiens au courant pour la suite. Ciao tout le monde, bon week-end à tous. Merci, Allez, bon week-end à bye. tous. Bon week-end. Bon week-end.